Ce livre est né d'un constat issu des recherches en sciences de l'éducation et en histoire qui ont étudié ces différentes recherches, les arguments évoqués dans les réformes sur l'aménagement des rythmes scolaires et le temps de l'enfant qui ont eu lieu depuis 50 ans. On constate que c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent dans ces réformes, alors que les recherches successives ont montré que ces arguments ne tenaient pas debout, qu'ils résonnaient à l'envers. Le fait de rassembler un certain nombre de textes et dans une première partie en préalable, j'ai commenté, j'ai montré les grandes lignes de force. Ça pouvait éclairer un petit peu la réflexion sur le temps de l'enfant. Alors, il se trouve que c'est quand même d'une grande actualité, plusieurs raisons. La première des choses, c'est que le président de la République a convoqué au printemps une convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui a donc donné mission au CESE de sélectionner des citoyens, tirer au sort. C'est fait de façon très sérieuse. Maintenant, le calendrier que le président de la République donne au CESE n'est pas raisonnable. Et donc, si on veut vraiment que ce soit une vraie réflexion et que ce ne soit pas un prétexte pour imposer les mêmes idées fausses qui sont ressassées depuis 50 ans, il y a besoin d'utiliser le débat, de l'argumenter. Le président Macron, à la fin du mois d'août 2023, a donné une longue interview à l'hebdomadaire où, en gros, il annonçait sa volonté de à nouveau réduire le temps scolaire. Il n'a pas dit tout à fait comme ça, mais de confier au privé plus largement. Le fait de dire c'est plus à l'école que l'égalité d'instruction doit se faire, c'est ailleurs. Voilà. Un des arguments, c'est qu'il y aurait des élèves qui fatiguent en classe devant les apprentissages de type scolaire. C'est à la fois vrai, mais posé de façon complètement fausse, voire insidieuse. L'école, ce n'est pas n'importe quel lieu de socialisation. Ce n'est pas comme la famille, ce n'est pas comme les loisirs. Et dans une grande majorité de familles, quand on n'est pas dans un moment d'étude, on est dans un moment de repos, de détente et pas de concentration. C'est une activité très spéciale issue de la culture savante que de se concentrer pour s'abstraire des évidences et de se dire que le soleil ne tourne pas autour et qu'il faut envisager les choses autrement. L'interrogation, c'est pourquoi il y en a qui fatiguent moins. Voilà, parce que c'est fatigant d'étudier. Moi, mes étudiants en première année d'université, quand ils se confrontent à un texte d'un grand sociologue ou autre, c'est fatigant. Et c'est bien que ce soit fatigant parce que ça veut dire qu'on se transforme et qu'on progresse. Or, une minorité de familles, après l'école, fait école de danse, école de piano, école de musique et école de rugby. Et ces élèves, ils ne fatiguent pas, au moins, parce qu'ils sont surentraînés à se concentrer de façon scolaire. Au nom de cette minorité, on dit on va réduire le temps scolaire qui permet de développer les capacités de concentration. Et forcément, plus on réduit le temps scolaire, plus la masse des élèves, et notamment ceux de milieux populaires qui n'ont que l'école pour apprendre l'école, ont moins d'occasions de développer ce type de concentration sur les savoirs savants. Si les élèves sont beaucoup plus fatigables aujourd'hui qu'il y a 15 ans, c'est aussi l'effet des réformes précédentes qui ont supprimé énormément de temps d'école. Suppression des samedis matins, c'est 1 an de scolarité en volume horaire. Suppression massive des classes à l'âge de 2 ans, les toutes petites sections de maternelle. C'est surtout en ZEP qu'on les a supprimés. Au collège, la réforme Vallaud-Belkacem a supprimé une demi-année scolaire d'enseignement disciplinaire où on apprend à se concentrer sur des savoirs, sur des maths, sur de l'anglais, sur de l'histoire, sur de l'éducation physique et sportive. Donc, les élèves sont moins exercés qu'avant à se concentrer. On supprime l'outil qui permet d'apprendre à se concentrer et après on va dire « Oh, ils ont du mal à se concentrer, on va les orienter ». Donc on raisonne à l'envers, il faut remettre les idées à l'endroit. Il y a deux grandes conceptions. Celle qui prévaut depuis 30-40 ans, c'est une conception de l'individualisation qui dit il faut répondre aux besoins de chacun. Mais ça, c'est enfermer chacun dans les prédestinations sociales que la famille a tracées. Et il y a une autre conception développement de l'individu, ce n'est pas de répondre à des soi-disant besoins propres, c'est de développer de nouveaux besoins chez chacun. Et donc, ceux qui opposent le développement de l'individu à la transmission d'une culture commune, en fait, ils fragmentent la société en communautés, en micro-groupes, alors que transmettre une culture commune, que l'école a pour mission de transmettre obligatoirement à tous, ça ne veut pas dire que tous les enfants, quand ils seront grands, adoreront toutes les pratiques, mais ça veut dire qu'ils sauront au moins lesquelles ils peuvent apprécier en les ayant expérimentés. Et je pense que c'est développer l'individu que lui donner des occasions de découvrir du nouveau.